Rebonjour, il est 11 heures. 11 heures, vous commencez à avoir faim, mais surtout ne partez pas maintenant, puisque nous avons Fabien Cadieux de chez CGI qui va venir nous parler d'API Management. Comment vas-tu, Fabien ? Bonjour à tous, je vais très bien, merci. Bah écoute, est-ce que tu es prêt ? Ils sont tous là, chauds dans la chat room. Je vois que là, on est quasiment 150 maintenant. Donc tu es prêt à briller et à nous expliquer un peu ce qu'est l'API Management. Et justement, tu as une très belle Je introduction. vais essayer. Tu as une très belle introduction par Aurélien juste avant, qui justement a fait la Ouais, c'est transition. super. Donc du coup, c'est parfait. Bah écoute, je te laisse avec la présentation et puis on se voit à la fin pour les questions. Donc surtout, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, posez-les au fur et à mesure si vous le souhaitez. Mais le mieux, c'est d'attendre la fin. Moi, j'essaie de les noter et puis j'essaierai de retranscrire tout ça auprès de Fabien. Allez, je te laisse la parole maintenant. Merci Cédric. Alors, la mise en place de l'API Management, donc je vais vous en parler de l'API Management, mais je vais surtout vous le montrer. C'est un petit peu l'objectif de ma présentation pour éviter quelque chose de trop théorique. Tout d'abord, une petite présentation de moi-même. Donc moi, je travaille chez CGI à Bordeaux et je fais partie d'une entité chez CGI qui s'appelle, en tout cas d'une communauté qui s'appelle la Team Expertise et Innovation, qui nous permet de travailler sur des sujets un petit peu à côté de nos projets et notamment, par exemple, pour préparer ce type de présentation. Mon parcours, assez rapidement, je suis surtout un développeur mobile à la base. J'ai travaillé beaucoup sur iOS, j'ai fait pas mal d'applications pour différents comptes clients. Donc j'ai subi toutes les montées de version, j'ai commencé sur iOS 5. Après plusieurs années, j'ai eu une opportunité de travailler sur des sujets plus cloud, donc une partie un peu plus back-end avec Amazon Web Services. Alors c'était hyper intéressant, j'ai appris plein de choses. Et j'ai commencé à toucher du doigt les API. Au lieu de les consommer, maintenant, je commençais un petit peu à les mettre en place. Et il y a 3 ans maintenant, j'ai été catapulté sur un projet où il y avait de l'API management avec la solution propriétaire Axway. Depuis 3 ans, je travaille dessus et je m'éclate bien sur des problématiques d'architecture. Il en a parlé juste avant, Aurélien, sur le problème d'architecture plutôt du coup focusé sur l'application en tant que telle, mais un petit peu au-delà parce que l'API Management touche bien sûr l'ensemble du SI. Et après, j'ai, au-delà d'Axway, travaillé sur d'autres technologies par le biais de cette communauté, notamment sur la plateforme Azure avec, on a instruit Istio et Kubernetes dans le cadre d'un POC, donc pas avec autant que ce qui était présenté avant, et aussi une solution concurrente à Axway qui est Apigee. Voilà pour la présentation, très rapidement pour vous compreniez bien d'où je viens, qui je suis, donc plutôt un profil technique. Avant de vous montrer l'API Management, je suis quand même obligé de démarrer par une définition, ça sera quasiment la seule. De ma façon de voir les choses, l'API Management, c'est le processus qui consiste à publier, promouvoir et superviser les API au sein d'un environnement sécurisé et évolutif. Là-dedans, il y a à peu près tout. On a la notion d'API. L'API, je reviendrai pas dessus, je vais vous montrer un petit peu. L'important, c'est de la publier, de la mettre à disposition des autres développeurs pour qu'ils puissent la consommer et accéder au service. Et il y a tout un environnement sécurisé. Parce que quand on parle d'API, du coup, on ouvre un accès sur une application. Donc, il y a un enjeu de sécurité qui est très, très fort et qui l'est beaucoup. En ce moment et dans les années à venir, ça reste un enjeu majeur. Et évolutif, il en a parlé aussi Aurélien, on a besoin de monter en version, il faut quand même qu'on soit rétro-compatible ou alors qu'on assure la compatibilité ascendante pour accompagner nos consommateurs. L'API Management, c'est ce qui consiste à gérer un petit peu tout ça. Voilà pour la définition. Côté introduction, juste pour faire un petit retour arrière, en fait, cette présentation-là fait suite à une présentation que j'ai fait avec un collègue il y a 2 ans, un collègue de CGI, Francis. On avait vulgarisé en fait l'API Management, on avait fait une présentation et on avait inventé une histoire en fait autour de 2 personnages. Un personnage qui s'appelle Thierry, donc qui est un DSI type d'une société donc Electricity, qui est une société donc du secteur de l'énergie, vous l'avez compris. Et on avait inventé une consultante d'API Management, Martine, qui elle travaille chez CGI. Et on avait fait toute une histoire pour présenter un petit peu la démarche API au sein de la société de Thierry, toutes les problématiques qui se posaient. Et en fait, cette présentation, je l'ai préparée en se disant c'est la suite. Maintenant, Thierry, ça fait 2 ans qu'il a mis en place l'API Management. Revivons avec lui ce qu'il a vu et les problématiques qu'il a rencontrées.
On avait fait une vidéo autour de ça aussi, et donc dans cette vidéo, je vous la présente pas parce que ça passe pas bien dans les présentations comme ça. Je vais juste passer sur quelques screenshots, comme ça je vous raconte un petit peu l'histoire en 2 minutes, et après on enchaîne sur la suite. Donc l'histoire, c'était donc en 2018, c'était l'heure de se mettre à l'API pour Thierry. Donc on avait Martine qui se rendait chez Thierry, et Thierry il avait toute une équipe un peu classique, il était DSI, donc c'est un petit peu caricaturé, hein, mais il avait un DBA, un dev, et il avait un commercial, c'est le petit blond. Et il avait donc des partenaires de Thierry. Donc, Thierry c'est la société Electricity, il a des partenaires, c'est Greencar. Greencar, en fait, ils étaient en train de plancher sur une idée d'application. Ça serait une application, en fait, qui permettrait, pour les particuliers, quand ils vont chez eux, d'avoir une borne qui appartient donc à Greencar, et de venir brancher leur voiture dessus. Et à partir de là, ils pourraient choisir, au travers de l'application, le pourcentage d'énergie verte qui viendrait charger, en tout cas, dans leur voiture. Donc une démarche écologique, on en convient, et bien sûr un petit peu pragmatique, parce qu'on ne pourrait pas avoir 100% d'énergie verte, mais une partie. Et du coup, le partenaire Greencar envisageait une API de ce type-là, donc une API, voilà, le endpoint, qui permettait donc de demander un chargement, en disant, ben voilà, à l'endroit où je voudrais charger, voilà le volume, et sur quelle période de temps j'ai besoin de faire le chargement. Donc c'était une idée. Greencar contacte la société de Thierry, et Thierry il est content, il a donc un partenaire qui a besoin de ses services pour faire fonctionner une application chez lui. Donc se pose la question, comment en fait je vais mettre en lien mon API qui va me permettre d'afficher en tout cas les pourcentages de dispo d'électricité verte pour mes partenaires. Donc comment faire ça, sachant qu'en fait on retrouve un petit peu la sémantique ici, donc des API qui sont en bas, des applications qui consomment les API, ce ne sont pas des humains qui consomment les API, ce sont des applications, et derrière les utilisateurs qui utilisent ces applications qui in fine appellent les API. Comment gérer tout ça? Donc Thierry, il en est venu à conclure avec l'accompagnement de Martine que la solution c'était de l'API management. L'API management lui permettait d'exposer ces API, de gérer les habilitations entre les différents partenaires, d'avoir toute la couche de sécurité qui permettait de sécuriser son SI, parce qu'il ouvre un passage, donc il faut qu'il puisse le sécuriser, et aussi monitorer pour être sûr, pour connaître la consommation des API, et superviser pour pouvoir avoir le contrôle, et bien avoir une vue sur ce qui se passe. Et il s'arrêtait là, ça c'était l'épisode 1, je vous l'ai refait très rapidement. Et maintenant, se pose la suite. Je l'ai construit sous forme de chapitres un petit peu pour raconter une histoire. Donc il y a plusieurs chapitres qui se succèdent. Je ne les détaille pas là parce qu'on va rentrer un petit peu dans chaque chapitre, mais il y a un petit peu de tout, de comment il a installé sa plateforme, comment il a géré sa première API, les partenaires, les problématiques qu'il a eues en termes de sécurité, différents incidents, et comment il se projette pour la suite. On a pour 30 à 40 minutes, et après du coup on pourra prendre les questions. Donc, premier chapitre, Thierry installe sa plateforme. Donc, il y a des articles intéressants qui sont présents sur Internet pour savoir comment choisir la bonne plateforme, même si je ne crois pas qu'il y ait qu'une seule solution. En tout cas, ce qui s'est passé, j'ai oublié de vous dire, tout ça est inspiré de faits réels. Donc, on a inventé une histoire, mais c'est basé sur de la vraie expérience chez nos clients. Donc, Thierry s'est posé la question, est-ce que je mets Axway ou Apigee? Axway, c'est une solution française à la base. Apigee, ça a été racheté par Google il y a quelques années. Donc en 2018, en tout cas, Apigee était leader du marché. Axway était plutôt dans les challengers, si on regarde le Gartner, qui est une vision, en tout cas, une certaine vision, c'est pas forcément hyper représentatif sur tous les critères. Et en fait, il est parti sur Axway pour des raisons de licensing, parce qu'il avait déjà des licences chez cet éditeur-là, sur d'autres solutions qu'il proposait, donc il a choisi la solution Axway. À savoir, avec le temps, si on regarde jusqu'à aujourd'hui, en 2020, Axway est plutôt remonté parmi les leaders. Donc Apigee est toujours parmi les leaders avec un autre gros acteur du marché qui est MuleSoft. On pourra prendre des questions sur la partie Apigee que j'ai touché du doigt. Axway, comment ça fonctionne? En fait, je vais vous présenter un petit peu la logique d'Axway. Ça, c'est une plaquette que vous retrouvez si vous allez sur docs.axway.com. Là, j'ai mis la petite source en bas, qui explique vraiment toutes les composantes de la solution. Moi, je propose de les parcourir ensemble et un petit peu avec notre histoire. Donc déjà, il y a l'API Manager. L'API Manager, c'est le composant par excellence de l'API Management qui permet vraiment de gérer le cycle de vie des API, donc toute la partie publication, référencement du catalogue de mes API et l'enrôlement des partenaires.
Donc là, disons qu'il y a l'API owner, celui qui est propriétaire de l'API au sein de l'organisation, donc au sein de l'équipe de Thierry. Donc là, on va plutôt prendre le commercial. Il a son petit API à publier sur l'API manager. En face, on a le portail, donc Aurélien en a parlé, le portail API qui vient donc afficher pour tous les consommateurs d'API qui sont des développeurs, leur afficher la liste des API. Donc là, dans notre cas, ce sont les membres de la société Greencar. Eux, ils développent une application, donc ils se connectent au portail API de Thierry pour avoir les accès. Eux, ils développent une application, donc ils mettent en place une application, c'est la partie en bas à gauche. Cette application est utilisée par des gens. Cette application réalise des appels API en fonction de leur accréditation. Et là, il y a une notion d'API gateway. Aussi, Aurélien en a parlé, a introduit la notion. La partie gateway, c'est vraiment la stack technique qui permet de gérer les flux entrants de requêtes et de faire les traitements pour faire des retours. Cette partie gateway, il y a toutes des configurations qu'on peut réaliser, ce qu'on appelle des policies, afin d'implémenter des stratégies, notamment autour de la sécurité, et on y reviendra par un cas d'usage plus tard. In fine, la plateforme d'API Management qui est centrale dans ce schéma, elle a un rôle finalement juste d'exposition, de passerelle. Parce que le vrai service, la vraie API, éventuellement qui s'appuie sur des microservices, elle est dans le back-office. Elle est dans le back-office, et donc là, on a toutes des strates de services, les données, les applications qui sont présentes derrière. Éventuellement, il peut y avoir des ruptures de protocole, mais c'est clairement pas la bonne pratique. Et enfin, on a quand même toute une notion on va dire, d'équipe de core team, d'équipe socle, donc là que j'ai matérialisé par Thierry parce qu'il est capable de tout faire, mais qui va vraiment administrer la plateforme et pouvoir gérer l'ensemble des composants de cette plateforme. Voilà dans les grandes lignes ce que c'est l'API management, du coup implémenté avec la solution d'Axway. Thierry, il a eu à construire son architecture de production. Ça, c'est toujours très intéressant quand on y assiste et quand on travaille là-dessus. Donc, il est parti sur différents composants, et puis je vais vous introduire les composants en même temps. Donc, il a monté 4 API Gateway. Donc, les gateways, au sens Axway du terme, c'est ce qui contient l'ensemble des policies, exécute les fonctions de ce qui est paramétré pour chaque API. En gros, c'est ce qui assure le run, c'est ce qui permet de gérer le trafic. C'est là où les applications se connectent pour accéder aux API. En vrai, Thierry, par rapport à des différentes problématiques de réseau chez lui, il a aussi des gateways qui sont en accès Internet pour les partenaires, et il a des gateways qui sont en accès interne. Dans tous les cas, ça route bien sur son cluster de 4 nœuds en interne, sur lesquels est configuré l'API Manager. Souvenez-vous, l'API Manager, c'est celui qui permet de réaliser l'ensemble des configurations, surtout configurer, ou d'implémenter le cycle de vie API, donc la publication, etc. Donc ça, c'était vraiment la console principale. Tout ça, je vais vous le montrer dans le cadre de démo. L'admin manager, lui, permet en fait, au sens Axway, de venir gérer les configurations des nœuds et du coup de pouvoir déployer de nouvelles configurations sur chacun des nœuds. On a le portail. API Portal, c'est celui qui référence l'ensemble des API, on va le voir aussi tout à l'heure. Et ce portail s'appuie sur l'API Manager, bien sûr, pour accéder au référentiel d'API. Avec Axway, il est fourni un portail standard, packagé, qui repose sur la solution Joomla, qui est du PHP. Mais il faut savoir qu'on peut implémenter un portail complètement custom dans la techno que l'on souhaite et s'interfacer avec les API internes de l'API Manager pour pouvoir afficher les API. Petit début, s'il y a des questions là-dessus, j'y reviendrai. Ça s'appuie sur une base de données de type Cassandra. On y reviendra également dans la présentation. Cassandra, c'est juste du NoSQL. Et lui, il a fait le choix de monter en fait deux data centers, enfin deux clusters de 3 nœuds. Donc il a en tout 6 nœuds Cassandra pour gérer l'ensemble de ces données. Et enfin, un dernier composant, c'est la partie base de données pour les métriques. Donc Cassandra gère l'ensemble du référentiel de données, des configurations API. La partie MySQL, Oracle ou autre, il y a d'autres possibilités, elle gère les métriques. En gros, qui a appelé quoi, quand. Donc j'ai un partenaire qui a appelé telle API à tel moment, tant de fois. Ça, c'est hyper intéressant pour des notions de monétisation, car les API se vendent. Vous le savez de toute façon, si vous allez sur n'importe quel grand acteur des API, si vous allez sur Twitter par exemple, il y a une notion de quota, et donc s'il y a des quotas, en fait c'est en fonction des prix, et donc les API sont
on peut apporter on peut les monétiser. Quand je vais vous faire une démo, bien sûr, moi je n'ai pas l'environnement de Thierry là pour vous faire la démo. Sachez juste que CGI et Axway sont partenaires, et du coup ils fournissent à l'ensemble de leurs partenaires. Ils en ont plein. Il n'y a pas que CGI bien sûr. Ils fournissent des VM avec différents éléments installés qui permettent de monter localement sans licence particulière pour pouvoir afficher des choses, quoi. Donc moi ma VM elle tourne sur VMware. J'ai juste à l'inverse de Thierry une seule instance de chaque composant. Vous l'aurez compris, sinon je pense que ça ramerait un petit peu là. Donc j'ai vraiment qu'une gateway, un gateway manager, une base Cassandra, mais disons d'un point de vue logique, j'ai la même architecture, quoi. J'ai tous les composants qui sont présents en base, enfin localement sur mon poste. Donc une fois qu'on a installé la plateforme, donc il a présenté l'architecture, il a installé la plateforme, etc., on va intégrer une première API. Ça c'est vraiment ce qu'on a envie de faire au début. On va prendre l'API Delivery. Elle a été conçue dans une démarche API First, pour reprendre ce qui a été dit avant. Et du coup, cette API, vraiment, elle a tout ce qu'il faut pour pouvoir permettre de répondre au cas d'usage qui a été décrit précédemment. Voilà ce qu'est un Swagger. Un Swagger, c'est ça, c'est un fichier JSON en fait, c'est ce qui est sur la gauche là, qui décrit l'ensemble de l'API. Ça, je vais vous le montrer. Et en fait, c'est une norme, hein, c'est un standard au niveau des API REST. Alors Swagger, ou plus particulièrement, je vous l'ai mis en haut à droite, OpenAPI Initiative, OpenAPI qui est le standard aujourd'hui pour décrire une API. C'est le contrat d'interface. Une fois que vous avez le Swagger, vous savez comment appeler l'API. En tant que développeur, à nouveau, hein, le Swagger, il est lisible que par des développeurs, hein, des informaticiens, mais il est lisible pour tout développeur. Hop. Prenons notre première démo. Ce qu'on va faire dans le cadre de cette démo, c'est qu'on va importer le Swagger dans la solution Axway, on va créer une front-end, donc on va publier une API, et on va déclarer une application, la tester, et voir qu'on arrive bien à appeler notre API par le biais de la plateforme d'API Management. Donc, premièrement, je vais vous montrer ici. Donc là, je suis sur swagger.io. Alors, j'espère qu'on voit bien, je vais un petit peu zoomer, peut-être, ça aidera. Sur swagger.io, on a donc à gauche ce qui décrit mon API, et à droite, bah, c'est Swagger qui fait ça, hein. Donc ils reprennent un formalisme plus facile à lire, donc on revoit bien le nom de ma ressource, mon verbe pour y accéder, donc celle-là n'est pas très intéressante, c'est l'autre qui nous intéresse, voilà. Comment je fais pour demander un chargement, quel exemple par exemple de requête je peux construire, quel est le modèle précis et la cardinalité éventuellement de chaque champ. Donc tout est très bien détaillé ici, donc j'ai tout ce qu'il faut en fait, j'ai la description de mon API. Donc je vais me connecter sur l'API Manager. Donc là, disons en tant que Thierry ou en tant que son commercial, mais là c'est plutôt Thierry, donc déjà de valider que ça marche. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va dans un premier temps, je vais un peu vite sur les démos, je ne présente pas tout parce que c'est pas une formation de 4 heures. Si vous avez des questions, je pourrais y revenir. Il va donc importer le Swagger. Donc là, il y a une fonctionnalité d'import de Swagger. Il va dire, bah, ok, je vais aller chercher mon Swagger que j'ai défini. Le Swagger, c'est bien un fichier JSON. Donc il est ici. J'importe mon Swagger, je définis dans quelle organisation je la mets en place. Ben là, je suis en tout cas dans mon organisation qui est propriétaire de la plateforme d'API Development. J'importe mon Swagger. Donc là, j'ai défini, j'ai importé la définition et maintenant je vais la publier. Pour la publier, j'ai besoin de créer ce qu'on appelle une front-end au sens Axway. Donc il y a plein de termes en fonction des différentes solutions, hein. J'importe du coup mon API. Je vais, donc elle est ici, c'est mon API, je vais l'appeler Delivery. C'est une API pour des éléments de delivery d'électricité. Et je vais la brancher sur mon back-end. Que la logique métier de cette API-là, la logique métier, et pas l'exposition, elle est bien présente ailleurs. Elle n'est pas sur Axway, elle n'est pas sur ma solution d'API Management. C'est très important de comprendre ça. Bon, bien sûr, vous l'avez compris, c'est pas du tout sur un back-office, c'est vraiment en local. Je crois que je l'ai mis sur ce port-là. Hop. Voilà. API. Et on me dit, quelle sécurité tu veux mettre? Donc là, Thierry va faire un test très simple. On va mettre une basique authente. Vous voyez qu'on peut mettre du haut, on peut mettre des certificats, on peut mettre plein de choses.
On publie l'API. Je fais un petit peu vite, volontairement, pour avoir le temps de bien tout passer après en revue. Et une fois que l'API est publiée, je vais créer une application pour pouvoir la tester. En gros, ce qui représenterait une application réelle. Donc là, je vais l'appeler test Thierry. Thierry, si j'écris pas bien. 5 de l'organisation API Development. Et je vais lui autoriser d'appeler l'API Delivery. Une fois que j'ai fait ça, je vais me créer des credentials d'accès, ici. Et je vais appeler l'API. Comment appeler l'API? Moi, je suis dans un cadre de test, là. Je vais utiliser Postman. Postman, je ne sais pas si vous connaissez, mais ça permet de faire des appels API assez facilement. Et je vais vous en faire un tout de suite. Donc, je vais récupérer mon API Delivery. Elle est exposée sur ce contexte-là. Pour appeler l'API, il faut que j'appelle ce pass-là, Delivery API V1. OK. Par contre, quelle méthode j'ai envie d'appeler? C'est la méthode load, parce que j'ai envie de demander un chargement. Donc, j'écris load. Je vais faire un post. Je suis la documentation, hein, je suis un développeur. Je vais renseigner tel body. OK. Alors, un body, c'est du JSON. Je vais mettre mon body. Donc là, je ne vais pas changer les valeurs, c'est un bouchon que j'ai, donc peu importe ce que je vais donner, il va retourner un élément. Et je vais appeler l'API. J'ai un retour 401 ici, si vous voyez, je peux pas zoomer facilement. J'ai un retour 401, ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné, pourquoi? Parce que j'ai pas mis de sécurité. Je laisse sécuriser mon API, c'est quand même un enjeu de la plateforme d'API Management. Donc je vais rajouter une basic authentic. Je vais aller chercher, en fait, l'application de test que j'ai créée là avec Thierry. Je vais récupérer le user, ici. Je vais récupérer le mot de passe. Si j'ai bien réussi à copier, oui. Et j'appelle. Ma requête est un succès. 201 created, la demande de transaction est créée, et j'ai un retour avec une transaction, un ID de transaction. Là, ça a fonctionné. J'ai réussi à faire mon appel, donc là, Thierry, il est aux anges, il a enfin une démonstration qui marche, et pour aller au-delà, allons voir vraiment la trace, parce que ce qui est important, c'est de voir et de superviser ce qui se passe. Ah oui, j'ai un appel qui est arrivé, là, à l'instant, si je vais dessus, j'ai bien une trace de mon appel, donc là je suis en mode supervision, hein. J'ai une trace de mon appel, j'ai l'ensemble des éléments de transaction, je vois que ça a bien appelé l'ensemble des éléments, bref, avec les headers, etc. Un petit peu vite, si vous avez des questions à la fin, on peut revenir dessus. Qu'est-ce qu'on a fait en synthèse de cette démo? Dans la PIM, on a importé le Swagger, on a donc publié une API, et on a fait un test très simple avec Postman, en frontal de la PIM, en front, en amont, et ensuite l'appel a bien transité jusqu'à ma réelle API delivery en back. J'espère que vous êtes tous présents. Et que vous m'avez suivi, n'hésitez pas à la fin tout de même si vous avez des questions. Chapitre 3, embarquement d'un premier partenaire, parce que c'est bien mignon de faire Mumuse avec les API, mais l'objectif quand même, c'est de les rendre dispo pour un partenaire dans le cadre d'un partenariat, et on suppose quelque chose d'assez lucratif pour Thierry. Déjà, on a Greencar donc, et son application Reload It, qui permet donc de demander des rechargements. Et comment il accède à l'API? C'est ce que nous allons voir. On va voir Thierry, il va donc déclarer ce partenaire. Ensuite, le partenaire, il va suivre un parcours au travers du portail et il va pouvoir consommer l'API. Je retourne du coup en mode démo. On a donc Thierry qui va dans une section particulière de l'API Manager qui est les organisations, et il va donc déclarer une organisation qui représente la réalité. Donc il va déclarer Greencar, qui est une société, une organisation en anglais, on n'est pas très loin, du coup on déclare à la maille société des organisations. Il crée l'organisation, et à cette organisation, il va lui autoriser l'API Delivery. Ça veut dire que toutes les personnes, tous les développeurs de cette organisation-là pourront accéder à l'API Delivery. S'il fait juste ça, ça ne change pas grand-chose. Fabrice, vous vous rappelez, Fabrice, le gars de Greencar, il ne peut pas du tout accéder aux éléments. Il a besoin de le déclarer, Thierry. Il a besoin d'enrôler ce Fabrice. Donc là, c'est une façon de faire. Bien sûr, dans la vraie vie, il peut y avoir différents mécanismes d'enrôlement. Là, on va imaginer que Fabrice, Greencar, c'est Thierry qui le déclare. Donc, il va le déclarer ici. Il va dire qu'il appartient à l'organisation Greencar. Je zoome un petit peu. À l'organisation Greencar, il va le déclarer comme celui qui gère son organisation, et il crée l'utilisateur.
Pour des fins de simplification, je vais changer le mot de passe. User égale mot de passe, c'est une bonne pratique de sécurité que j'espère vous connaissez. Donc maintenant, mettons-nous à la place de Fabrice. Fabrice, lui, il voit pas l'API Manager. C'est un petit peu de l'interne. Lui, ce qu'il voit, c'est ça. Un beau portail. C'est le portail par défaut d'Axway, je vous avoue, il n'est pas hyper beau, mais en tout cas, il arrive sur quelque chose qui est un peu plus accueillant et qui lui donne envie, en tout cas, d'accéder aux API. Donc, il va se connecter, il va prendre des credentials qu'il a reçus de la part de Thierry. Il se connecte, il accepte le disclaimer, il dit ok, super, il y a quoi? C'est quoi les API? Delivery, super, une API. Et là, du coup, il peut rentrer et en fait, il est en train d'accéder tous les détails d'infos de cette API. Donc là, on vient d'enrôler un partenaire. Le partenaire, là, il est hyper content, il peut accéder aux éléments. Il va même pouvoir, lui, se dire, bon, moi, c'est bien mignon de voir la définition, mais j'ai besoin de consommer l'API. Moi, j'ai des développeurs de mon équipe, ils ont besoin d'y accéder. Ok, je crée une application. Mon application s'appelle Reload It. Reload It. Et je vais déclarer mon application. Dans mon application, je vais, parce que j'ai vu la documentation du Swagger, je vais lui rajouter des clés. Donc, ici, en gros, il va avoir une interface pour pouvoir rajouter des clés, donc des clés de connexion. Et là, je ne vous refais pas la démo, mais vous comprenez bien que si j'utilise ce user et le mot de passe qui est présent ici, je vais pouvoir faire un appel comme je l'ai fait, mais c'était Thierry qui l'avait fait, mais là, ça serait le partenaire qui le fait. Je vous le fais pas, c'est pas forcément hyper intéressant. Ce qui est juste important de comprendre, c'est que dans les applications ici, donc en tant que Thierry et par rapport à la vue de Thierry, ici l'application Reload It existe. Elle est bien rattachée à Greencard. Et c'est par contre le partenaire en autonomie sur le portail qui a créé cette organisation. On est clair, Thierry, il a déclaré une organisation, Greencard, il a créé un développeur, Fabrice. Fabrice, lui, il a déclaré son application Reload It et il consomme via Reload It l'API de Thierry. La suite. Admettons qu'on ait un deuxième partenaire un peu trop gourmand. On va prendre, lui il n'a pas de nom d'ailleurs, il développe une application More Green de la société Green Hard. C'est une société qui consomme de manière outrancière les services, donc là elle va appeler vraiment l'API de Thierry, mais de manière non respectueuse. Donc on va voir ce qui se passe. Donc je vais juste lancer un petit script qui simule bien évidemment les accès de furie de ces développeurs-là. Okay. Donc on va avoir, ils vont consommer l'API de manière outrancière, donc une fois par seconde, hein, dans le cadre de ma démo. Et Thierry, on va voir comment il peut se prémunir de ce mécanisme, par du throttling du quota. Donc, on peut imaginer Thierry qui est tranquillement sur sa production et qu'il a, alors pour des effets de démo, c'est pas terrible parce que j'ai oublié d'autoriser More Green, enfin Green Hard à accéder à l'API, donc il a des erreurs de connexion, ce qui n'est pas terrible quand même, ce serait bien qu'il arrive à accéder au service. Alors, je vais juste rapidement, comme j'avais pas créé l'API avant, ici, Reload It, Delivery, ok, pouf. Donc, Thierry qui se promène sur son API Manager, lui ce qu'il voit, c'est qu'il y a une consommation importante là, par rapport à avant, donc c'était jaune parce qu'il y avait des erreurs et il n'était pas autorisé, maintenant on est bien sur du vert. Quand il regarde le détail, il voit et que ça arrose, quoi. Il y a beaucoup d'appels. Il y en a un toutes les secondes. Ça ne convient pas à Thierry. Pourquoi? Parce que Thierry, pour des raisons de problématiques back-office, ou alors juste parce qu'il a envie de laisser de la bande passante à ses autres partenaires, et il trouve que c'est outrancier, sachant que clairement, c'est pas ce qu'il a négocié avec ce partenaire. Thierry, il a plein d'armes dans sa poche grâce aux solutions d'API Management, en l'occurrence Axway mais d'autres. Hein. Il va pouvoir, au niveau de l'application More Green, positionner un quota. Donc il va dire, ok, là je vais positionner un quota particulier au niveau de l'application. Donc c'est au niveau de l'application, c'est un choix. Hein. S'ils en créent une autre application, ça ne va pas marcher, mais bon, en tout cas sur cette application-là, il va dire, pour toutes les API, je vais je vais dire que tu as le droit d'appeler que 5 fois toutes les 10 secondes. C'est cohérent. Et en faisant ça, ce qui va se passer, c'est qu'à partir du moment où je l'ai mis en place, si je ne me suis pas trompé, je ne l'ai peut-être pas mis assez fort. Je vais revoir ici.
Throttle de 5 messages every 10 seconds. Normalement, on est au-delà. Je vais autoriser que un message. Une minute. Ok, bon, je vais avoir un petit effet démo, ce qui est dommage. Mais c'est pas grave, je vais quand même continuer. C'est bien l'application Moregreen pour toutes les API ici. Ouais. Je vais le remover, je vais le remettre. Peut-être sur l'API en particulier, j'ai le droit de faire un message toutes les 1 minute. Ok. Bon, ok, j'arrive pas à le faire, désolé, c'est pas grave. L'erreur que je suis censé voir, c'est un 429 qui m'indique que en gros, il prend pas le message. J'y reviendrai à la fin si j'ai le temps pendant les questions là, pour le faire fonctionner. C'est pas grave. Donc, ce qu'on a vu, et pas complètement vu sur la fin, c'est que si on met une limite, en tout cas d'appel et de quota pour une application, on peut gérer le trafic. J'ai pas le temps de regarder pourquoi ça marche pas, mais en général, ça fonctionne bien sur les parties applications. On peut le faire au niveau d'une organisation, ce qui serait plus cohérent, hein, si c'est green hard qu'on a envie de bloquer, ou alors au niveau d'une API complètement, parce qu'on a envie de protéger notre back-office. Il y a plein de manières de faire du quota, c'est hyper intéressant ce sujet. Et ça a le mérite d'être connu. En tout cas, sachez que sur l'API management, on a ces notions de quota qui sont hyper intéressantes et hyper importantes et attendues. On va rentrer dans un autre chapitre qui est avec un incident. Un data center est tombé. Incident, bon, c'est hyper intéressant pour apprendre. Hein, et à nouveau, souvenez-vous, inspiré de faits réels. On a donc le partenaire qui accède beaucoup à l'API, qui dit bah, « Allô Thierry, ça marche plus ». Il reçoit un mail d'un autre partenaire, et il y a un truc qui marche plus, est-ce que tu peux nous recontacter ? En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un des 2 data centers de Thierry qui est tombé, qui a pris feu, qui est HS. Donc si on reprend l'infra de Thierry, en gros, tout ce qui est barré en rouge, c'est ce qui a pris feu. Donc la moitié de chaque composant qui est redondé. Maintenant, Thierry, il se dit, ok, mais pourquoi ça marche plus, quoi ? Alors que j'ai tout répliqué sur mes 2 data centers. Il n'y a pas de raison que mes API ne répondent plus. Allons voir pourquoi. Il faut comprendre d'abord comment fonctionne Cassandra. Cassandra, en fait, c'est une base de données non relationnelle, une base de données dite en mémoire, et avec un gros enjeu de réplication entre les nœuds. Donc, Cassandra, je pourrais y revenir à la fin si vous avez des questions. C'est assez intéressant le fonctionnement, mais c'est très très performant, avec un mécanisme notamment d'éléments en mémoire qui sont flushés régulièrement et sur disque, pour que si jamais il y a un arrêt, un relance, les données soient là. Avec différentes notions de nametable, SSL table et commit log, sur lesquelles je ne vais pas en détail maintenant, on pourra y revenir à la fin. Ce qui est le plus important, et ce qui est en lien avec l'incident, c'est la réplication de données. Cassandra est fait pour fonctionner sur plusieurs nœuds. Donc il y a un protocole qui permet, Gossip, qui permet de se synchroniser entre les nœuds, donc là de transférer les données de l'un à l'autre, et un autre protocole dit natif qui permet à un client, donc une application cliente, comprenez une application cliente, à se connecter à la base de données. Derrière, comment ça fonctionne ? En fait, le client se connecte à un nœud d'un data center et vient lire une donnée. Ensuite, en fonction de différents paramétrages, il est lu sur un ou plusieurs nœuds. Pareil dans l'écriture. L'écriture, c'est écrit sur un nœud qui est répliqué sur d'autres. Bien sûr, pour des besoins de cohérence, c'est répliqué sur les 2 data centers. Alors que la lecture, il n'y a pas de sens, parce qu'on vient lire sur le data center local. Il y a plein de notions configurables. Cassandra, ça ne s'explique pas en 2 minutes, mais il y a une notion de réplication factor, donc le nombre de fois qu'une donnée est répliquée sur les nœuds, et de combien de fois j'attends d'avoir lu une donnée pour être sûr qu'elle est valide, ou combien d'acquittements j'attends avant de confirmer en tout cas qu'une donnée est bien écrite. Ça, c'est hyper important parce que c'est là où on va pouvoir mettre le curseur entre la performance et la cohérence des données. En tout cas, il y a une notion de quorum qui est positionnée. Donc, quand on accède à un data center, il regarde dans le data center et s'il y a une majorité des nœuds qui a la donnée, qui est sollicité, qui retourne la donnée, on va considérer que c'est bon. Il y a des conférences très intéressantes sur Internet, notamment sur un Devox il y a quelques années, là, sur la partie Cassandra, si ça vous intéresse. Je pourrais vous retrouver les liens. D'où vient le problème, du coup ? Parce que ça vient pas de Cassandra. Cassandra, c'est résilient aux pannes par défaut. Par construction, Cassandra est fait pour résister aux pannes. En fait, le problème dans tous les projets vient souvent des configurations qu'on a faites.
Et donc, c'est Martine qui a trouvé le souci, à nouveau inspiré de faits réels. J'en suis pas fier. Mais il y a en gros les gateways du data center 2 qui n'étaient pas bien configurés sur leurs nœuds, les nœuds locaux, enfin, les nœuds en tout cas du data center, le même, le data center 2. Ils étaient branchés directement sur les nœuds du data center 1. Ce qui a eu pour effet forcément que si c'est coupé, ces gateways-là ne savaient pas s'appuyer sur un autre data center vu qu'ils ne le connaissaient pas. Donc, comme souvent, en tout cas, les problématiques d'incident ne sont pas directement liées à la technologie, mais bien à l'implémentation qu'on en fait. Prenons un autre cas d'usage, alerte sécurité, mise en place d'une policy de contrôle. Vous l'avez compris, la partie API Management est en lien étroit avec la sécurité. J'espère que je vais juste regarder si je suis bien pas tout seul. Non, j'ai bien un retour vidéo. Avec la sécurité, donc on peut imaginer dans le contexte de Thierry qu'on a le monsieur sécurité de sa boîte qui le contacte et qui lui dit, au fait, à partir du 10 décembre 2020, pour du réglementaire, imaginez bien du réglementaire, même si là, ça n'en est pas, il y a une date butoir figée, toutes les transactions devront contenir un header qui décrit quelle est l'organisation et maîtrise de la requête. Requête bien précise. Thierry, il n'a rien à dire, c'est la Sécu qui parle. Pour information, chez toutes les organisations aujourd'hui, tous les SI, la sécurité prend de plus en plus de place. Ils ont bien raison. Et donc, ils commencent à être de plus en plus donneurs d'ordre. Donc, Thierry, il écoute. De toute façon, avec la sécurité, il est copain, vu que toutes les semaines, il fait des points de synchro pour présenter ce qu'il met en place, présenter les nouvelles failles de sécurité éventuellement connues de l'éditeur Axway, et aussi d'aborder des cas d'usage d'API un peu particuliers pour les faire valider avec la sécurité. Ça, c'est un retour d'expérience que je vous le fais, c'est très important. Démo. Donc, on va développer, ou en tout cas, je vais vous montrer le développement de la policy qui va permettre de faire ce qu'on a dit, je vais vous le redécrire. Et on va la mettre en place. Pour développer, pour configurer des policies avec l'outil Axway, en fait, on utilise une solution, c'est cet éditeur-là qui est l'IDE en question, qui est en fait du low-code, qui permet de décrire l'ensemble, d'implémenter l'ensemble des policies, donc traitement, en tout cas succession de traitements, on parle de filtre, en tout cas c'est la terminologie d'un Axway. On peut regrouper différents packages, on peut définir pas mal d'éléments et faire des configurations serveurs. Là, dans le cas de la demande de sécurité, c'est assez simple, il faut juste enrichir les appels d'un header. Donc, on déclare une policy très basique qui va être appelée pour l'ensemble des requêtes et qui va rajouter un header qui sera le header x-secu-organization avec la valeur du contexte de l'organisation appelante. Parce qu'à chaque fois, les applications sont connectées, et étant connectées, elles appartiennent à une organisation, donc on a bien le contexte de l'appelant. Ensuite, on fait la configuration ici, donc là c'est un développement hyper simple, c'est bien volontaire pour la démo, et ensuite on va dire cette policy-là, il va falloir, elle est globale, elle pourra être utilisée globalement dans mes configurations API Manager. Parce qu'on peut imaginer des policies qui sont spécifiques, en tout cas à la maille API, et il y a plein de types de policies qui existent. Après, on déploie, je ne vous fais pas le déploiement, parce que ça va être trop long. Je retourne sur l'API Manager, imaginez qu'on a déployé, j'ai toujours mon quota qui ne marche pas, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, il appelle ce qui apporte 41. D'accord qu'il n'appelle plus. Ça va me poser des problèmes s'il n'appelle plus. Hop. Hop, j'ai besoin qu'il appelle parce que sinon ça va pas fonctionner. Ah, mais si, c'est parce que j'avais filtré sur passe. Ok, je l'ai mon quota, pardon, tout à l'heure. C'est parce que j'avais filtré les appels qui passaient. Ok, c'est pour ça que ça marche, ça va, je ne voyais pas. Donc on a bien les 429 de tout à l'heure, si vous vous en souvenez, qui montrent bien que ça bloque parce qu'il appelle trop. Donc bien sûr, ça méga bloque parce que j'ai complètement bloqué le gars. On va lui enlever le quota de toute façon pour ce besoin-là. Hop. Je reviens à mon contexte de sécurité. Ok, sécurité, donc Thierry, il va dans les configurations globales de sa plateforme et il vient positionner à un endroit particulier la Policy Security Header Organization, celle qu'on a appelée textuellement comme ça dans l'outil de configuration qu'on a déployé. Et en positionnant ça, pour tous les appels entrants, elle va être appliquée. Donc normalement, et là j'espère que je ne vais pas avoir un second effet démo, ou alors j'espère que j'arriverai à le résoudre. Vous voyez, là j'ai enlevé le sujet de quota, et du coup, les appels sont à nouveau OK.
Si je regarde un dernier appel qui a été réalisé, ici, ok, je vais revoir mon effet de démo. Je sais pas pourquoi, décidément, je vais être un peu maudit maintenant. Là. En fait, ce qu'on va vouloir voir, mais je ne sais pas s'il y a un petit délai de prise en compte, en fait, ce que je veux voir ici, c'est que dans la transaction qui va être réalisée avec la partie back-office, je vais avoir un header supplémentaire qui va être le X Security Organization, qui va être remonté et qui va permettre de bien le voir au niveau des appels, quoi. Ok, ça y est, c'était du temps de prise en compte. Donc je fais un petit zoom. En fait, ce qu'on voit, c'est que sur la requête qui est émise par le gars de Moregreen, lui, il n'y a pas de header particulier. En gras, c'est les headers, en pas gras, c'est les valeurs. Par contre, l'API Gateway, l'APIM, quand elle appelle la partie back-office, donc la vraie API métier, elle enrichit de l'appel X Organization Greenhard. Donc c'est bien Greenhard là qui appelle toutes les secondes, et ça enrichit, et on a bien l'information. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a positionné ici une Global Security Policy, il faut faire des schémas, et derrière, donc toutes les applications à plante vont être enrichies de cet appel. Ça, c'est hyper intéressant comme fonctionnalité quand on a beaucoup d'existants, beaucoup d'API, de pouvoir positionner des règles, pas forcément du coup qui viennent changer le service, hein, parce que le consommateur ne le voit pas, mais ça permet quand même d'enrichir l'appel et de faire des traitements particuliers, de contrôle notamment. Monsieur Sécurité, il est content. Épilogue, très rapidement, parce que je vois qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Thierry, il a eu pas mal d'aventures en 2 ans. Il a mis en place toute une stack CI/CD qui lui permet de déployer ses configurations, non pas manuellement, mais par GitLab CI. Donc ça, c'est intéressant ce qu'il a pu mettre en place, et ça lui permet en tout cas d'avoir une capacité de delivery qui est rapide, efficace et automatisée. Tout ça basé sur du Gitflow, même si on est sur du low-code, hein, c'est du Gitflow avec du merge de branches master, develop, pour gérer les configurations en fonction des environnements. Il a fait du CI/CD aussi pour la promotion d'API. Donc là, je vous ai fait tout à l'heure à la mano, j'ai importé mon Swagger, j'ai fait ma front-end, etc. Mais là, en fait, on peut imaginer que c'est... on peut pas imaginer d'ailleurs, ça a été mis en place, mais en tout cas chez Thierry, c'est automatisé. Donc il y a bien un pipeline qui s'exécute sur la base d'un Swagger et de métadonnées qui publie l'API sur un environnement cible. Ça, c'est hyper important aussi pour être rapide dans l'exposition d'API et pour pas créer de délai, quoi. Un point important, c'est la partie sécurité. Donc il y a plein de choses niveau sécurité, il y a plein de niveaux de sécurité différents, niveau applicatif ou alors plus réseau. Moi, je vous ai mis un screenshot du modèle OSI parce qu'on est souvent confronté à des problématiques réseau quand on travaille sur l'API management. Et après, je vous ai mis des notions d'authentification et d'autorisation parce qu'en fait, c'est des points qui sont hyper clés dans l'API management. Il y a le fait d'être authentifié, ça c'est le user mot de passe. Il y a le fait d'être autorisé, c'est quand j'ai autorisé l'organisation à pouvoir appeler l'API. De manière très macro là sur les exemples que j'ai fait. Et après, il a eu à migrer sa plateforme parce que, comme toute solution éditeur, il y a des versions nouvelles régulièrement, et donc il a fallu qu'il gère tout un processus de montée de version sans créer aucune indispo pour ses partenaires. Bel enjeu. Avant de conclure, je pense qu'il allait vous le rappeler, Cédric, hein, posez vos questions dans le chat, il va faire une synthèse, je ne sais pas s'il en a déjà beaucoup, mais n'hésitez pas à les poser, et puis comme ça on va pouvoir y revenir. Oui, je note petit à petit. Ça marche. Juste pour conclure, le temps d'écrire vos questions, Thierry, il n'en a pas fini avec sa plateforme. Franchement, il n'a pas fait grand-chose. Il a à peine customisé le portail. Donc, il a un gros volet sur la partie portail. Est-ce qu'il va faire un portail spécifique pour gérer un processus d'enrôlement particulier à l'image de ce que voudraient ses métiers? Ou est-ce qu'il va partir sur le standard, parce que c'est un peu plus simple, et juste faire des petites customisations graphiques et laisser un petit peu la main, comme on a pu le faire dans la démo. Il a un gros volet industrialisation, parce qu'en fait, il y a des microservices dans son environnement, et du coup, il n'y a pas de lien fort de pipeline de déploiement entre les microservices et ces API, ou en tout cas la virtualisation des API au sein de l'APIM. Donc ça, c'est un bel enjeu pour lui. Donc il y a quelque chose à mettre en place là-dessus. Il a tout un enjeu sécurité parce que là, vous l'avez vu, la sécurité, elle est portée par la solution Axway. Pas une bonne pratique, hein. Ça veut dire que je suis à la fois solution provider d'API et à la fois je vais distribuer des clés. Non, il va avoir un STS, quelqu'un qui va gérer une application qui va gérer les tokens à côté. Il va falloir qu'il s'interface avec. Et des supervisions monitoring, elle était sur des produits standards, mais en fait Axway s'interface avec des solutions du marché type ELK pour pouvoir exploiter les logs et avoir des éléments des dashboards, des métriques un peu plus intéressantes, et en tout cas d'avoir des outils d'introspection plus poussés.
monétisation pour pouvoir vendre ces API. Là, j'ai pas trop parlé de ça. Et pouvoir monter de version sans coupure de service. Son objectif à Thierry, c'est que les développeurs API de son organisation soient autonomes à 2 ans pour pouvoir publier une API. Ça, c'est un bel enjeu pour nos boîtes aujourd'hui, d'avoir un cycle API qui permet à des développeurs API dans une équipe de pouvoir virtualiser leur API dans un contexte sécurisé et évolutif, sans rien casser à côté, pour qu'ils puissent exposer leur API. C'est un bel enjeu. Et voilà pour la fin de cette petite histoire. J'espère que ça vous a plu. Je remercie, avant de passer aux questions, la team expertise et innovation de CGI FGDC Bordeaux qui m'a permis quand même de préparer cette présentation. Merci à Francis avec qui on a créé les 2 personnages de Thierry et Martine. Je remercie à l'organisation Insight bien sûr pour l'invitation et je remercie Thierry. Et oui, on remercie Bertrand du coup aussi. Et Bertrand qui est dans la même team. Bon, il y a des questions, figure-toi. Okay. Donc déjà, la première, c'était peut-on piloter par le code en mode infra as code? La construction de tout ce que tu as fait, c'est via l'interface Axway? C'est une bonne question. En tout cas, il y a plusieurs possibilités au niveau d'Axway. Il y a du on-premise où on installe directement, ou alors il y a aussi ça peut être conteneurisé. J'ai envie de répondre oui, mais moi je l'ai jamais fait. D'accord. Est-ce que Axway fait de l'agrégation d'API, par exemple en appelant 2 microservices et en fusionnant leurs réponses? Alors celle-là, je l'attendais pas, c'est vraiment une bonne question. Non, elle le fait pas en standard. Et du coup, d'expérience, on a eu à le faire en spécifique pour adresser effectivement plusieurs endpoints. Sachez en tout cas qu'une solution comme Apigee le fait, elle, en standard. On peut déclarer des endpoints directement, en tout cas dans la partie manager. Mais Axway ne le fait pas, mais c'est possible de le faire avec un petit peu de spécifique. Ok. Ensuite, Axway fait le service discovery? Non. Ok. Pour la fonction précise du service discovery, en tout cas telle que je la comprends sur une stack microservice, non, la partie Axway ne le fait pas. C'est une plateforme d'API management uniquement sur la partie API management, il n'y a pas le discovery tel qu'on entend, quoi. Ou en tout cas tel que je le comprends de la question. Ok, et le pricing? Le pricing, il y a plusieurs manières de le faire. Alors c'est hyper court comme question, Cédric, pricing. Mais oui. J'imagine. Le pricing, en fait, il y a plusieurs façons. En fait, vous voyez bien qu'on peut implémenter des quotas. Les quotas, on peut imaginer du coup des formules. On peut positionner un quota en se disant, si on appelle... on peut ne pas mettre de quota et monitorer. Donc si on appelle moins de 10 000 fois par semaine, par exemple, c'est gratuit. Au-delà de 10 000 fois, c'est payant par strat de 100 appels. C'est vraiment, j'invente. Après, il peut y avoir des quotas où c'est des contrats cadres qui sont négociés. On peut imaginer Green Car qui dit moi je paye tant, et on leur met un quota figé et ils peuvent faire que ça. Il y a plein de façons d'offres qui existent, en tout cas. Et si vous regardez sur le marché grand public, je pense à Twitter parce que j'ai regardé récemment, mais à Twitter, eux, c'est on paye et derrière, si on dépasse, on n'a pas le service. Ah, d'accord, au moins c'est réglé. Faut respecter ou alors faut payer le truc. C'est ça. Et ensuite, on a stratégie de versionning des API avec tout ça. Ouais, c'est une bonne question. Alors, je l'adressais dans la première présentation il y a 2 ans. Ce qui est important de retenir, c'est la compatibilité ascendante, c'est-à-dire d'éviter pour un partenaire qui est connecté en fait qui a son application qui appelle l'API, que ça lui coûte quelque chose, en tout cas si l'API évolue. Donc en tout cas, il faut distinguer ce qu'on appelle des évolutions majeures d'évolutions mineures. Une évolution majeure fait qu'il n'y a plus de compatibilité nécessaire avec la version précédente, donc il est important de changer dans le pass, par exemple. Là, j'ai delivery API /v1 / mes ressources. Mais j'ai fait faire une delivery API /v2 / toutes mes nouvelles ressources, si jamais il y a une rupture, en tout cas, au niveau des interfaces. Par contre, si je suis sur une évolution mineure et qu'il n'y a pas d'impact, parce que je rajoute un paramètre facultatif, par exemple, eh bien, je vais garder la même version. Je vais peut-être faire une v1.1 ou .2. Comme ça, tous les consommateurs actuels, ils peuvent continuer à appeler. Et puis moi, je ne démultiplie pas mes API, parce que sinon, j'ai un référentiel après lourd à gérer, quoi. Ok. Bien écoute, c'est la fin des questions. Merci à toi, Fabien. C'était vraiment intéressant. Et ben écoute, à l'occasion, il y aura sans doute d'autres insights. Et donc, si tu as d'autres belles histoires à nous raconter, il ne faudra pas hésiter. Merci en tout cas pour ta venue. Ça marche. Merci à tous, merci à vous.
Alors, je vais conclure cette matinée en vous rappelant le programme de l'après-midi. Donc maintenant, on va faire une pause pendant 1 heure. Vous allez pouvoir aller manger. À partir de 13h, vous aurez les opérateurs Kubernetes par Horacio Gonzalez de chez OVH Cloud. À 14h, ça sera Ubisoft avec Olivia Forny et Alex Boll qui vont venir nous parler des méthodes agiles. À 15h, vous avez à nouveau OVH Cloud avec deux Pierre. Qui vont évidemment venir nous parler de tout ça. On a à 16h le Craftsmanship par Arthur Magne de chez Promise, donc la qualité de code. Soyez là au rendez-vous. Petite pause donc pendant une petite heure et on se retrouve donc pour tout ce cycle de conférences dès 13h. Bon appétit à vous et à tout à l'heure. De Pierre qui n'amasse pas mousse, excellente vanne de Crix dans la chatroom.